messieurs, bonjour. Zigzag Café, vous l'avez vu, applaudir, c'est aussi faire comme ça. Nous avons sur ce plateau des élèves de l'école de sourds de Montbrison qui vont suivre ce programme qui leur est particulièrement destiné parce que ils ont un certain nombre de messages à faire passer à des enfants sourds du Cambodge. Je vous le rappelle, c'est l'invité de notre semaine et vous verrez tout le sens et j'espère vraiment que nous allons vivre un moment très fort comme nous avons vécu hier, à la découverte d'un pays extrêmement attachant, à la découverte aussi d'un nombre de problèmes qui peuvent se poser. Merci à Françoise Ricli qui est là, qu'il s'agit pour la bonne cause, c'est-à-dire qu'en fait, l'émission sera entièrement traduite pour le... sont avec nous. Merci à Giovanni Palema et Monique Aubonnet qui sont les présentateurs de l'émission de sourds de la télévision suisse romande. À côté de moi, Jean-Luc Moret. Bonjour. Il a gardé la cravate, mais il a changé de rôle. Hier, il est toujours directeur de l'Institut universitaire d'études du développement. Aujourd'hui, il est président d'une association qui s'appelle Kruzartme. Alors, juste en Kruzartme, qu'est-ce que cela signifie? Kruzartme, ça signifie nouvelle famille, et c'est une association qui essaye de recréer une famille à des enfants défavorisés. Défavorisés, vous avez déjà un peu de premier élément pour comprendre ce qui se passe sur ce plateau. Vous nous présentez votre... Oui, Marie Jauduc, qui est la collaboratrice précieuse du directeur du Centre sur l'Asie moderne ici à Genève, mais qui, à la base, est une infirmière de formation, qui a travaillé longuement pour le CICR et qui a vécu au Cambodge plusieurs années. À l'origine, en tout cas au départ de la formation Kruzartme. Votre voisin. Mon voisin, M. Chamranglo, vous l'avez vu déjà et entendu il y a 2 jours, il était avant les événements et la période rouge guide à Angkor, il est maintenant suisse et cambodgien toujours. Il a une famille ici, il travaille au CICR, on se retrouve, et évidemment il a à la fois la dimension cambodgienne et la dimension culturelle puisque c'est sa passion. Alors on va découvrir ce Kruzartme tout au cours de cette émission, je crois qu'on va vous rappeler, c'est ouvert à des enfants qui sont dans la difficulté, orphelins, handicapés, enfants des rues, c'est ça? Absolument, oui. Et juste un chiffre, parce que les gens situent un peu les choses. Actuellement, l'organisation apporte du secours à combien? Environ 1 millier d'enfants directement dans les différents centres, écoles pour enfants non-voyants ou non-entendants, formation au métier de la mer. Environ 1 millier directement, plusieurs milliers indirectement, parce directement aux écoles primaires cambodgiennes. Au fond, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la fondation la plus importante d'aide aux enfants au Cambodge. Certainement aujourd'hui. Oui. Alex, homme chanceux, vous êtes allé sur le terrain, oui. Vous racontez des histoires étranges où les aveugles parlent aux sourds, où les sourds entendent les aveugles. Allez-y. Oui, si vous voulez bien, on va partir tout de suite pour une de Kruzartme. Ça se trouve à la périphérie de Phnom Penh. Et Kruzartme a installé une école pour aveugles. Et pas aussi une école pour sourds. Alors on va commencer par l'école pour aveugles. Ce qu'il faut dire, mais je crois, Jean-Luc, que vous ne me démentirez pas, c'est que le fait d'être handicapé, ça n'est pas vraiment un avantage. Il n'y a nulle part, mais disons qu'au Cambodge, une fois pour toutes, on considère que pour cette vie-là où le karma c'est terminé, ça sera pour la suivante. Et on n'a donc pas tellement au Cambodge, et même lorsqu'on a de bonnes dispositions, à avoir une particulièrement attentive à l'endroit des handicapés, par exemple des aveugles. Alors c'est vrai que certains sont en plus en difficulté, on parle de pauvreté, ma foi il faut qu'il mange, et un enfant qui est aveugle, il va avoir plus de à faire des petits boulots, donc c'est le rôle d'une de ces maisons donc pour que simplement il soit hébergé et nourri. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que au-delà de ça, on va leur donner une raison de vivre. Alors cette raison, elle va être d'abord, et on les voit là sortir, c'est cette image qu'on voyait, je trouve tout à fait étonnante de ces gamins qui évidemment se le visage contre des coups puisqu'ils ne voient pas ce qui peut arriver. Là, ils quittent l'école pour aveugles et ils vont à 150 mètres de là, l'école pour sourds. Et pourquoi ils vont à l'école pour sourds? Eh bien tout simplement parce que un certain nombre de ces enfants aveugles sont en même temps des musiciens, ils la musique, ils la dominent, et ils vont constituer un orchestre pour permettre aux sourds de danser. Alors vous me direz, un orchestre d'aveugles pour tout. Comment les sourds vont-ils bien pouvoir entendre la musique pour danser au rythme de cette même musique? Eh bien vous allez regarder, c'est tout à fait étonnant, et c'est justement de Kruzartme à Phnom Penh. Oui, la clé du mystère, elle est là, hein, c'est le professeur, lui il a de la chance, il n'est pas handicapé, c'est-à-dire qu'il voit et il entend, et il va écouter la musique et transmettre les rythmes
la musique par le geste aux enfants sourds. Il faut ajouter que, vous le voyez peut-être aussi, tout ça se déroule sur un plancher. Ce n'est pas tout à fait par hasard, car le plancher lui aussi va transmettre des vibrations et ça va permettre aux enfants sourds de ressentir même un tout petit peu les rythmes. Troisième accessoire, et combien important, les miroirs qui vont permettre à ces enfants de se synchroniser. Il y en a partout. C'est le seul luxe de ce lieu, mais un luxe qui bien sûr leur change la vie, laisse le soin de regarder. Les coulisses ici sont en plein air, vous allez voir. On se retrouvera plusieurs fois, à plusieurs reprises tout à l'heure sur le balcon. C'est là que tout se dit, même lorsqu'on n'a pas les mots pour le dire. Alors, je vous propose peut-être qu'on pose la question à Giovanni, parce que Giovanni Palema, je vous le rappelle, il anime une émission de sourds ici. Je vais lui expliquer quelle est ma question. Ma question, c'est, est-ce qu'il est étonné de voir une séquence comme celle-là, ou est-ce qu'on pourrait trouver la même chose en Suisse? On va lui... Mais non. J'aurais pu lui donner le micro, moi. En Suisse, nous n'avons pas cela, mais je sais qu'une personne sourde et malvoyante qui les sourds aveugles, disons moi je ne connais pas les sourds, les aveugles. Je sais par exemple qu'il y a des sourds, comment ils se rencontrent, par exemple lorsqu'ils se rencontrent, ils utilisent les mains et ils peuvent communiquer. On peut ainsi passer son message à la personne aveugle et la personne sourde, elle sent ce qui se passe. Voilà comment on communiquer, mais ça ne remplace pas bien sûr la parole. Mais c'est ce qu'on peut avoir par exemple ici. En tout cas, on n'a pas une classe. Merci François. Une élève qui voudrait dire quelque chose là, qu'est-ce qu'elle voudrait dire elle? C'est parce qu'il se trouve dans un pays pauvre et peut-être qu'il sera possible de faire quelque chose de façon plus tard. Voilà, peut-être qu'en apprenant à danser comme cela, peut-être que plus tard ils pourront gagner leur vie. Hein. Bravo, bonne remarque, je trouve que vous êtes tout à fait fondé. En fait, ils gagnent déjà. Ils gagnent déjà un peu leur vie comme ça parce qu'ils sont devenus des groupes connus de musique et de danse et ils se produisent au Cambodge, voire même des groupes d'enfants se sont produits à Singapour, par exemple, déjà. Alors, Monsieur Vouti... Ils sont invités à se reproduire. Oui. Mauvais jeu de mots de voûte de tout ça, c'est Monsieur Vouti. Monsieur Vouti, il est professeur, mais il est professeur sur le tas. Et je vous propose que nous l'entendions expliquer comment il réussit à synchroniser tout ça. C'est difficile de faire travailler, de combiner les deux groupes. Les enfants qui jouent la musique, ils ne voient pas. Et les enfants qui dansent, ils voient, mais ils n'entendent pas. Et c'était difficile. Ils n'étaient pas formés pour des enfants sourds. Donc, il est embauché par Kusari. Et ensuite, il vient ici, c'est par l'expérience, par les signes qu'il vient apprendre avec eux. Et par les signes, par exemple, il applaudit les mains et les mains de suivre. Et il fait les sens, les rimes et tout ça. Ça apprend par expérience. Voilà, les explications. Mais moi, je crois, vous avez vu, ça fait extrêmement plaisir d'abord, parce que lorsqu'on a des jeunes sur ce plateau, en général, ils n'osent jamais poser des questions. Là, j'ai l'impression qu'ils ont des questions plein la tête. Alors, ça, c'est vraiment un moment très, très heureux. Et puis, on va leur proposer, Alex, je crois que c'est qu'ils sachent, eux, comment un jeune sourd au Cambodge vit sa journée. C'est une... Ils utilisent la langue des signes. Ils utilisent la langue des signes. Oui, c'est ça. Ouais. Vous pouvez communiquer avec eux directement. On va d'ailleurs passer à l'expérience. Oui, on va passer à l'expérience. Alors, ce qu'il faut tout de même savoir, rappeler toujours, c'est que d'une part, ce pays n'est pas forcément riche. Il n'y a pas très longtemps qu'il est de nouveau ouvert sur le monde. Ce qui veut dire que le b.a.-ba du langage international des signes est arrivé, mais que le reste, ça a été un petit peu bricolé sur place. Ne vous étonnez pas si vous ne reconnaissez pas chacun des signes. Je vous propose simplement une première rencontre entre le professeur
Madame Pugna et des jumelles adorables qui vont un petit peu leur vie là-bas. Mais j'insiste encore, si vous ne comprenez pas tous les enfants, sachez que ça vient de... On est loin de tout et que tous les signes ne sont pas forcément passés, outre le fait qu'il faut y ajouter des signes qui sont liés à la connaissance et à la culture cambodgienne. Disent-elles. On va essayer de les suivre. Voilà. Là, ce sont deux jumelles qui sont là depuis longtemps. Et je vous laisse le soin de traduire. Si vous pouvez. Ouais. Donc, eh bien, c'est assez facile. Alors, le matin, je me réveille. Ensuite, 8h, et ensuite, je vais à l'école. Donc, j'ai mangé auparavant, je vais à l'école. Ensuite, l'après-midi, lorsque l'école est terminée, à 4h, nous rentrons à la maison. Et après, terminé, voilà. Ah, voilà. Voilà. Est-ce que les enfants ont compris un petit peu? Mais il y avait une question là-bas, alors on va essayer de voir ce que c'est. Moi, j'ai compris que c'est différent au niveau de... C'est que la langue des signes est différente de la nôtre. Une langue des signes, en tout cas, mais je trouve très intéressant. Hein. D'accord. Bah, c'est une remarque qui est tout à fait fondée, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Alex, c'est-à-dire qu'il y a des différences constatées, mais ils arrivent quand même à pouvoir réagir. Alors, Je crois qu'il faut ajouter qu'il y a 2 ans en arrière, même il n'y avait même pas de langage des signes qui existait. Ça avait vraiment été introduit avec la première école, donc c'est tout récent. Monsieur Long, quand vous voyez ces enfants, quand vous voyez cette ambiance, qu'est-ce que cela vous inspire comme Lorsque je vois commentaire? ça, je vous dis honnêtement, je suis très content pour mon pays et je voudrais féliciter aussi le fondateur de cette association parce que dans l'histoire khmer, 2 fois millénaire, c'est la première fois qu'on a construit une école pour des enfants sourds et une école pour des enfants malentendants. Il y en a je veux dire Oui, oui. sourds et malentendants. Alors, ça mérite quelques explications. Vous venez de parler du fondateur. Jean-Luc Morer, vous avez l'occasion, comme directeur de l'Institut universitaire d'études et développement, de faire de nombreux voyages en Asie. Il se trouve qu'au cours d'un de ces voyages, vous allez faire une rencontre et vous allez découvrir un homme qui fait un travail sur place assez étonnant. Oui, tout à fait. Je passais au Cambodge en 1914 pour en particulier faire du repérage pour la Fédération genevoise de coopération, pour voir s'il y avait des partenaires locaux qui pourraient être soutenus. J'ai fait la connaissance de Benoît Duchâteau, qui a fondé cette association, Krusatme, au Cambodge. En fait, qui ne l'a pas fondée au Cambodge, qui l'a fondée en Thaïlande, dans les camps de réfugiés, en 1991. Il a quitté sa profession. Il était contrôleur des comptes pour le groupe Accor. Il avait une voie toute tracée, certainement une carrière brillante devant lui. Il a abandonné tout ça pour aller s'occuper d'enfants dans les camps, et en particulier d'enfants handicapés. Et ensuite, quand les accords de paix ont été signés et que les réfugiés sont rentrés au Cambodge, Benoît est rentré au Cambodge avec ses enfants. Il a développé les activités de l'association. Je l'ai connu en 1994, j'ai été absolument vraiment très impressionné de la qualité du travail qui était fait, en particulier, comme vous le voyez ici, à travers la danse et la musique, le fait que la culture soit au centre du projet de Krusatme, c'est-à-dire la réappropriation par les enfants de leur culture et le fait qu'ils réinvestissent, qu'ils reprennent, qu'ils retrouvent leurs racines. Hein. On en a parlé hier, on en a déjà parlé les jours précédents, c'est un pays qui est passé par beaucoup de malheurs dans le passé. Donc j'ai rencontré Benoît. En Suisse, j'ai parlé de ce que j'avais vu là-bas. J'ai réuni quelques amis. On a fondé une association pour soutenir les activités de Benoît. Il n'est pas là aujourd'hui sur le plateau. Sa philosophie est que les projets doivent être faits par les Cambodgiens, pour les Cambodgiens. Et je crois qu'il n'est pas du tout... D'ailleurs, mais par les bénéficiaires, ce qui est encore le mieux. Hein. Alex, on retourne revoir nos... Oui, c'est intéressant d'ailleurs parce que la philosophie, c'est en même temps de s'accrocher, de retrouver les racines culturelles et de s'ouvrir au monde. Je crois que c'est à peu près ce que va nous dire une interlocutrice là-bas à Phnom Penh. Je m'appelle Uksambo. Moi, j'ai envie de rencontrer des enfants du monde. Et,
tard, j'aimerais bien donc rencontrer des enfants du monde. Oui, j'aurais du plaisir à les rencontrer, et bavarder avec eux, discuter avec eux, et d'avoir du plaisir avec eux, manger, voilà. Merci à toi aussi. Ce qu'on peut dire, c'est que, je vous le rappelle, vous suivez Zigzag Café. Zigzag Café est également suivi dans le reste du monde grâce à TV5 et aujourd'hui en particulier peut-être au Cambodge. Alors, on va essayer d'établir un lien quand même, Alex, entre les enfants de là-bas et les enfants d'ici. Ils ont des choses à se dire. Et je crois que les enfants de là-bas avaient envie de transmettre un message aux enfants de l'école de sourds de Montbriand qui sont sur ce plateau. Oui, d'une certaine manière, le message, c'est déjà celui de Duxambo qu'on vient d'entendre, hein, c'est-à-dire l'envie de communiquer, l'envie de parler, si le mot n'est pas trop fort. Et puis, je pense simplement que le mieux, c'est que chacun décline son identité pour commencer à échanger du courrier, de la parole, des actes. Alors, vous avez vu les jumelles tout à l'heure, je propose qu'elles déclinent leur identité, puis ensuite, chacun pourra la noter et leur écrire. Voilà, on y arrive. Je m'appelle Chan Soti. Et moi, je m'appelle Chan Théa. Je suis sourde. Tu regardes là-bas et tu salues, voilà. Voilà, merci. Voilà le message. Le message est transmis. Maintenant, on va peut-être demander s'ils ont une question à poser ou s'ils veulent leur dire quelque chose. Voilà, je crois qu'il y a une petite fille là-bas qui voudrait intervenir. Pourquoi est-ce qu'elles ont ces coiffes un peu particulières? On va demander à monsieur Lo au travail. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, elles ont envie de porter ce genre de coiffure? Ça, Je vais répondre pour vous. Non, mais tout simplement, tout simplement parce que je vous ai dit que c'était les coulisses, le balcon. On est donc dans les coulisses et là, elles sont dans cette tenue avant de retourner sur le plateau et sur les planches avec Monsieur Vouty. C'est pas leur tenue de tous les jours. Non, c'est pas le tenue. Mais reconnaissez que ça leur va bien. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a une autre question? On peut préciser que les enfants qui sont là ont décidé d'entrer en contact, en tout cas avec les enfants sourds de Phnom Penh et du Cambodge, et qu'ils proposent des dessins. Je vous les montre, le dessin de Patricia qui sera envoyé. Je pense qu'on va pouvoir le voir. Voilà, le dessin de Patricia. D'autres dessins, ils sont en train de les voir, ils sont contents. Le dessin de Saadi, de Sandrine, de Lucia. Voilà, c'est une autre façon de dire, on a envie de dialoguer avec vous et on a envie de faire connaissance. Ce dessin, c'est son dessin. Elle était très très contente de voir qu'il est sur le plateau. On va faire le tour. D'ailleurs, chacun est droit quand même à son dessin. Voilà le dessin de Tammy. Je pense que je suis dans le bon sens, là, voilà. Je n'en veux pas. Et encore un dessin qui, lui, alors attention, c'est un double dessin, là. Il a mis grand, lui. Voilà, c'est pour vous dire que, en effet, je crois que la communication, ça passe pas que par les mots. Et c'est drôlement sympa de voir à quel point ils sont contents de suivre ce programme qui, pour une fois, a différents modes d'expression. Voilà. Alex. Une espèce de conclusion provisoire, en tout cas, à cette visite-là. On va en faire d'autres aujourd'hui, puis il y en aura encore une demain du côté du sud et du côté de la mer, mais une conclusion provisoire, et elle est vraiment tout à fait inattendue. Au moment où nous apprêtions à partir avec notre 4x4, parce qu'évidemment on roule pas très facilement dans certains coins, et on a trouvé un certain nombre de gosses qui étaient en train de déchiffrer le sigle de Cruz Armée et qui se marraient comme des baleines. Alors regardez un instant si vous le voulez. J'ai découvert que les enfants malentendants que je ne connaissais pas sont des enfants extraordinairement vivants, espiègles et vraiment dissipés d'ailleurs. Ils bavardent toujours en classe, j'ai remarqué. Ils sont très Et je crois d'ailleurs qu'ils sont en train de s'exprimer là. Elles voudraient poser des questions. De quoi s'agit-il?
on les a aidés pour épeler en dactylologie ces mots? Pourquoi est-ce qu'on les aide? Parce qu'ils sont encore... On les aide parce que peut-être qu'ils ne savent pas encore. Voilà. Ben C'est voilà, première elle a fois trouvé la qu'ils vont à réponse. l'école, hein. Donc il n'y a jamais eu d'école pour enfants sourds. Donc, c'est vraiment la toute première année qu'il y a une école pour eux. Donc c'est tout simplement merveilleux. Ils doivent apprendre à lire et à... Bien sûr. Ouais, ouais. C'est des enfants, comme c'est la première école pour enfants sourds du pays, ces enfants étaient dans leur famille et ils n'en sortaient pas, donc ils n'avaient jamais été à l'école auparavant. Certains disent, une petite fille a dit, et je voulais traduire, que ça a complètement changé sa vie, qui est l'école, non seulement parce qu'elle peut parler avec l'extérieur, mais que le seul rôle qu'on lui donnait à la maison, avec des parents tout à fait gentils, normaux, c'était de donner à manger aux poules, c'est tout ce qu'on pensait qu'elle savait faire. Et maintenant, elle découvre qu'elle peut faire de la musique et du théâtre, c'est merveilleux. Un commentaire de M. Lowe, peut-être, là, quand même. En fait, au Cambodge, si vous avez un enfant né sourd ou aveugle, pour eux, c'est une sorte, n'est-ce pas, de croyance négative, c'est la fatalité. Donc ces enfants-là sont en général mis à l'écart, de la famille même et aussi de la communauté. Or, c'est là pour laquelle je dis que depuis 2000 ans, le Cambodge a maintenant, grâce à Krusat Mei, des écoles pour ces enfants handicapés. Et ils commencent à apprendre le braille, comme vous voyez. Ça, je vous dis honnêtement, ça m'a beaucoup touché et j'admire, n'est-ce pas, le fondateur. Je crois qu'effectivement, quand on regarde en France, il y avait, dans les années 1860 à peu près, je crois que le langage des sourds a été introduit, alors qu'on est passé un siècle plus tard et on commence seulement maintenant. Alors là, on a vu le travail que fait Krusat Mei dans le domaine du handicap. Et puis, juste quelques chiffres peut-être, Marie Joduc, sur le travail qui se fait par ailleurs. Hein. On va aller sur le terrain avec Alex à propos des enfants des rues, à propos des orphelins, mais évidemment, Krusat Mei touche d'autres enfants. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de domaines. Il y a en fait, Krusat Mei, il y a à peu près 22 programmes. Donc il y a des domaines, dans le domaine artistique surtout pour les enfants. Il y a les enfants sourds, par exemple, ont aussi un atelier de peinture. Donc ils peuvent, par le biais artistique, s'exprimer de beaucoup de façons cette fois-ci. Mais il y a aussi les enfants des centres d'accueil pour les enfants de rue. Il y a tout d'abord 3 centres d'accueil qui sont ouverts, et c'est ainsi que Benoît avait démarré en créant des centres d'accueil pour les enfants qui étaient dans la rue. Et puis, une fois que l'enfant... Ce qu'il y a avec le Krusat Mei, je trouve, ce qui est merveilleux, c'est que le problème est regardé dans sa globalité. Il y a un enfant dans la rue, mais il regarde pourquoi est-ce que l'enfant est dans la rue. Est-ce que cet enfant est un orphelin ou est-ce qu'il a de la famille? S'il a de la famille, pourquoi est-ce que cet enfant se trouve dans la rue? Est-ce que cette famille a besoin de l'aide? Donc, c'est une approche vraiment dans tout ce que Krusat Mei fait, c'est toujours le problème dans la globalité. On a parlé de l'école pour enfants sourds. Il y a, pendant les vacances, il y avait des cours pour les parents. Pour les aveugles, c'est exactement la même chose. Il y a les cours de braille aussi pour toute la famille. Et puis, il y a après des centres de fermés qui ont été créés où, effectivement, pour les enfants qui ne pouvaient pas retourner dans leur famille, il y a des centres fermés où il y a la structure familiale, la cellule familiale qui a été recréée entièrement. Donc, il y a à peu près un couple pour 6-7 enfants. Et puis, il y a la formation au métier de la mère qui se trouve à Kampong Som, n'est-ce pas? Vous avez parlé là de tout à l'heure. Donc, oui, Alex, tout à fait. Donc. vous nous emmenez sur le terrain. Oui, on va aller sur le terrain et vous allez bien sûr reconnaître, mais on va partir dans la nuit de Phnom Penh. Et on disait hier combien la nuit peut être dure dans un pays comme le Cambodge où évidemment la pauvreté existe et les nouveaux riches aussi. Et c'est pourquoi je vous propose de regarder d'abord, il est 5 heures du matin, de regarder l'image qui va venir maintenant. C'est une image qui va vous surprendre et un nom qui n'est pas un nom cambodgien. Pourtant, c'est la plus grande publicité, 23 mètres de haut, à l'entrée de Phnom Penh. Je dirais pas que c'est une insulte, mais on n'en est sans doute pas très loin. Je crois que le Cambodge est le seul pays qui a la chance d'avoir des cigarettes Alain Delon. Alors, il est 5 heures du matin, Alain Delon dort et Phnom Penh s'éveille. Phnom Penh s'éveille et s'éveille dans des conditions difficiles. Voici les rues de Phnom Penh à 5 heures du matin. C'est une heure à laquelle il faut encore faire un peu attention quand on se déplace. Et puis, on s'approche du grand marché central. Le jour pointe quelque part là-bas à l'horizon. Et quand on s'approche près du marché central, sous les arcades, voici ce qu'on trouve.
des enfants, des adolescents de la rue, des familles de la rue parfois, il y a aussi des mamans et des papas parfois, mais surtout des enfants qui n'ont pas vraiment froid, mais qui se blottissent tout de même et qui dorment tant bien que mal. Ils sont suffisamment fatigués pour que même la lumière que j'ai approchée subrepticement ne les réveille ni ne les dérange. Tout à l'heure, il va falloir qu'ils partent travailler, faire des petits boulots, laver des vitres des automobilistes, essayer de se louer comme colporteurs. Voilà les enfants des rues de Phnom Penh. C'était la semaine dernière à 5 h du matin. C'est certainement ce matin aussi à 5 h. Monsieur Alain Delon dort toujours et je vous propose que, alors qu'on se rapproche du Mékong, on essaye de commenter un petit peu ces images. Alors on peut préciser, Alex, que le scandale, c'est pas Alain Delon, mais c'est la publicité qui est faite par rapport à la situation de misère. Bien sûr, enfin, vous avez remarqué dans l'édition, quand quelqu'un essaye de parler de Monsieur Delon sans son autorisation, c'est difficile. Donc vraisemblablement, ils l'ont eu. Voilà. Alors, c'était un peu la démonstration de ce qu'expliquait Marie Joduc, c'est-à-dire devant cette réalité-là, il y a la volonté de changer les choses. Oui, il y a la volonté de donner à ces enfants la possibilité de se réinsérer dans une certaine mesure. Il est bien évident que ces enfants sont de nombreux enfants qui viennent de la campagne, pour la grande majorité d'entre eux, qui sont arrivés en ville parce qu'il y avait des opportunités et qui pouvaient faire les petits boulots dont Alex parlait tout à l'heure. La possibilité pour eux de joindre ces centres d'accueil, s'ils le souhaitent, d'y rester, s'ils le souhaitent, et éventuellement, comme le disait Marie-Jo tout à l'heure, de réintégrer une cellule familiale qui est prête à les accueillir, s'ils le souhaitent aussi. Ça ne vous fera pas, Monsieur Lowe, de voir à quel point on se soucie de la dignité de l'enfant, hein. C'est s'il le souhaite, s'il le veut, et qu'il retrouve sa dignité dans chacune de ses démarches. Bon, ça c'est une démarche humanitaire classique pour l'Europe. Mais au Cambodge, quelquefois, ils se méfient les enfants. Donc il faut prendre un peu plus de temps, oui, laisser réfléchir. Et lorsqu'ils se rendent compte qu'on est vraiment à leur disposition pour les aider, hein, sans arrière-pensée, c'est à ce moment-là qu'ils décident justement de venir dans nos centres. Alors, on va aller dans un de ces centres, hein, si vous le voulez bien. C'est celui qui se trouve pratiquement au centre de Phnom Penh. C'est une de ces maisons d'accueil pour enfants des rues. Et je vais vous y servir de guide si vous le voulez bien. Vous connaissez les lieux. Vous pouvez m'aider si je ne suis pas capable de donner toutes les indications. Mais voilà donc cette maison. Il y a en général une trentaine d'élèves. Vous avez remarqué qu'on a montré assez peu de classes, mais c'est tout simplement parce que à cette saison, ce sont les vacances scolaires. Donc les enfants ne vont pas en classe en ce moment, ou même s'ils étudient le soir. En revanche, il faut qu'ils mangent et c'est vrai que la plupart des enfants des rues n'ont pas de quoi manger, même s'ils louent leur maigre force dans la journée. Donc le soir, ils viennent manger ici. Vous voyez des barreaux, hein, je m'empresse de dire qu'ils ne sont pas enfermés derrière des barreaux. Les barreaux, c'est pour se protéger des voleurs venus de l'extérieur, hein, ne pas confondre. Et donc 2 à 3 repas par jour pour ces enfants qui en effet ont des parcours assez différents les uns des autres. On ne voit pas sur cette image, mais ils ont aussi adopté un chien qui mange aussi bien qu'eux, qui est devenu leur copain. Et puis on va entendre Sunva d'abord. Sunva qui a 12 ans. Sunva qui vient de la province de Kompong Chang. Il a 12 ans, je vous l'ai dit. Et sa maman est morte en couche et son papa le battait. Alors il est parti pour la capitale. Et puis dans la capitale, il n'a pas réussi à survivre. Et puis Ouvak, lui, a 16 ans. Il pensait être assez fort pour s'en tirer tout seul. Mais très rapidement, il n'a pas eu de quoi manger suffisamment. Alors maintenant, il espère simplement pouvoir reprendre des forces dans cette maison et puis ensuite repartir à la recherche d'un vrai travail. Y en aura-t-il? La question reste posée. Oui, à nouveau des témoignages qui sont assez frappants quand même. Alex, votre impression à vous, c'est un reportage ordinaire, ça? Sont des rencontres ordinaires? Écoutez, à question générale, réponse générale, je crois pas, il n'y a pas de reportage ordinaire, j'espère. Mais cela étant, c'est vrai que c'est très touchant. Ce qui me touche le plus et qu'on va voir tout à l'heure, c'est la volonté de ces enfants de s'en tirer par l'apprentissage, par l'école, par le travail, par la cohésion, une cohésion sociale qu'on trouve assez peu dans la société d'adultes et qui marche entre eux. Je dirais que c'est ce qui m'a le plus touché. Bon, il est difficile d'en dire plus. Il y a tout de même la barrière de la langue, mais c'est vrai qu'il y a aussi des rapports de confiance. Peut-être sont-ils faux, je ne crois pas, mais des rapports de confiance par le regard qu'on n'arrive pas forcément à avoir avec des adultes. Bon, je crois qu'il y a une ou deux questions. On va peut-être passer à une question, si vous voulez bien. Qui veut poser? Oui, je crois que lui avait envie de dire quelque chose.
j'ai vu quelque chose qui est en lien avec le cœur, et puis après, les gens étaient contents. Ben, je crois que... J'ai Giovanni. vu simplement un signe. La question a été retraduite par Giovanni Palama. En fait, il a vu le signe cœur, et donc que les gens avaient été touchés. Et ce signe s'effectue sur le cœur, et c'est ce qui l'a intéressé. C'est la Merci. maison du cœur, en effet. On continue avec vous et avec vos images. Oui, alors on va faire une espèce de tour rapide du Cambodge. On était l'autre jour à Siem Reap, à proximité d'Angkor, et on va repartir pour Siem Reap. On peut y aller d'ailleurs. Vous pouvez commencer à traverser le pont avec la voiture de Cruz Artmé. On va donc traverser le pont. Pourquoi? Parce que 7 ou 8 km du centre de Siem Reap se trouve une autre maison de protection pour accueillir des enfants. Mais ici, ce ne sont pas des enfants des rues, on est plus près de la frontière thaï. Et donc les enfants qui sont là sont pour la plupart des enfants qui ont passé un certain temps de leur vie dans les camps de réfugiés à la frontière thaïlandaise. Et pour ceux qui se souviennent des images de l'époque, ça n'était pas particulièrement gai. Le directeur de l'école, M. Sokun, c'est pas son fils, ce gamin, c'est un gamin dont la maman est en prison, dont le père était Khmer Rouge et a été tué. Il a 5 ans. Et voilà la maison, voilà le lieu où on va se retrouver, avec d'ailleurs une des responsables locales, mais européennes, de Cruz Artmé. Les enfants qui sont ensemble sont pour la plupart originaires du camp de réfugiés Site 2. Il y en a pas mal qui sont même nés à Site 2 en fait. Ils ont été rapatriés à l'époque où les Cambodgiens ont été rapatriés de Thaïlande, et c'est pour eux qu'on a créé ce centre parce qu'à l'époque ils étaient non accompagnés, ils n'avaient pas de famille. On tâche de leur apprendre grâce à l'implication des équipes cambodgiennes, la culture cambodgienne, les danses traditionnelles, les histoires traditionnelles, les contes cambodgiens, le théâtre d'ombre. Ils vont à l'école comme tous les autres enfants, et ainsi ils essayent de reconstruire un avenir et de participer aussi à la reconstruction de leur pays. Et dans tout ça, quel est le rôle de Cruz Artmé? Le rôle de Cruz Artmé, c'est d'aider au maximum ces enfants, de leur apporter ce qu'ils n'ont pas pu avoir à leur naissance, une famille, un cadre affectif, un environnement qui puisse les aider à grandir, à se stabiliser et à devenir des adultes pour le Cambodge de demain. Il y a les matériels scolaires, il y a les moyens pour aller à l'école, il y a la nourriture suffisante ici, 3 fois par jour, c'est plus que les enfants extérieurs. Et aussi les vêtements, les vêtements sont bien donnés aussi. Donc je pense que, à mon opinion, c'est plus meilleur que les enfants à l'extérieur. Je voudrais qu'on reste un instant sur ces images encore, regardez-les bien. Je vous rappelle qu'on est en période scolaire, que la journée est terminée puisqu'il fait déjà nuit, et que néanmoins ces enfants utilisent l'électricité pour apprendre. Tous veulent apprendre, sans exception. J'ai beaucoup couru le monde, mais je ne me rappelle pas avoir jamais vu des enfants aussi obstinés dans l'apprentissage de la connaissance et du savoir. Je vais peut-être rajouter ici que nous avons eu la grande joie cette année d'avoir 3 des enfants de Cruz Artmé qui viennent des camps de Site 2, qui ont passé leur bac et qui ont réussi leur baccalauréat. Et pour nous, c'est évidemment un grand succès. Monsieur Lo. Vous savez que vouloir, c'est pouvoir, c'est ce qu'on a fait, hein, et ça se voit. Parce que les enfants sont quand même l'avenir du pays. Hein, quelles que soient les classes, il ne faut pas penser que les enfants des rues sont meilleurs, n'est-ce pas, à l'école que les enfants des pauvres, ou bien les enfants des rues. Il faut leur donner une chance. Et c'est ce que Cruz Artmé est en train de le faire au Cambodge. Ouais, mais là, on voit qu'ils la saisissent, la chance. Hein. Ils se battent, Oui, bien hein. sûr. Ils ont pas Ils du sautent tout- vraiment sur l'occasion, ils saisissent vraiment la chance. Ouais. Justement, comme on dit, on est né pour apprendre, hein, comme l'oiseau pour voler. Et c'est ce qu'ils font là. Je suis très content. 708 99 00, c'est notre numéro de téléphone. On vous rappelle si vous voulez des renseignements, si vous voulez d'autres informations, si vous voulez savoir ce qu'est Cruz Artmé. Si les gens veulent participer, Marie-Jo-Duc, si les gens veulent vous soutenir, il y a un CCP que vous allez voir, mais en même temps, comment est-ce qu'on peut s'engager à vos côtés?
On est tout à fait ouvert à tout contact. Il y a beaucoup de possibilités pour donner un coup de main, n'est-ce pas? Mais je crois que tout d'abord, on peut parrainer des programmes, par exemple. On peut choisir un programme, même si nous, en Suisse, on a donc parrainé 2 programmes complets, c'est-à-dire le théâtre d'ombre, la réinstallation du théâtre d'ombre et l'école pour enfants sourds. Mais il est tout à fait possible, par exemple, de parrainer autre chose. Il convient peut-être de dire que nous ne donnons pas de parrainage des enfants individuels. On veut donner à chaque enfant la même chance parce qu'effectivement, le parrainage individuel, il y a beaucoup de frais d'administration et de courrier à faire pour une famille. Donc là, on préfère la globalité, l'égalité pour tous les enfants. Merci, bonne idée si on allait du côté du théâtre d'ombre. Ben oui, le théâtre d'ombre, je vais avoir besoin de vos lumières si vous me passez l'expression. Mais c'est vrai que je ne comprends pas tout à fait quand même. Mais pourquoi le théâtre d'ombre? Eh bien parce que le soir, dans cette petite école à Siem Reap, eh bien quand la nuit tombe, une fois par semaine à peu près, il y a 2 clans qui se forment, les plus jeunes qui sont encore spectateurs et les plus âgés qui sont déjà des artistes. Et comme toujours au Cambodge, l'ouverture d'un spectacle commence d'abord par une prière lente à Vishnu et au dieu du bouddhisme. Et ensuite seulement va commencer ce théâtre d'ombre. Ils ont appris eux-mêmes, et certains ont d'ailleurs eux-mêmes confectionné les figurines de cuir ajourées qui vont permettre de raconter des histoires, de les raconter à travers un simple drap blanc. Regardez. Ne vous étonnez pas trop de la qualité de la... Ça, c'est le combat entre 2 singes qui s'appelle Valini Sugriva tout à l'heure. Voilà. Et ça, c'est l'oiseau divin à corps humain avec le bec là, qui s'appelle Garuda. C'est tiré du Ramayana en général. C'est l'histoire du Ramayana. Donc, c'est une des plus grandes épopées hindoues. Et au Cambodge, vous avez aussi un panneau de 100 mètres de long, sculpté en Angkor Wat, sur le Ramayana. Et un autre panneau consacré au Mahabharata. Une nouvelle fois, l'idée est de permettre aux enfants de retrouver leur culture. Nous sommes soutenus dans ce programme par la Fondation pour le progrès de l'homme, qui était très sensible à cet aspect culturel de l'approche. Oui, d'ailleurs, là, on voit, il y a ceux qui interprètent, il y a ceux qui apprennent à interpréter, et ceux qui regardent, parce que ça fait vraiment partie de leur culture. Mais le théâtre d'ombre était complètement en voie de disparition. Il n'y avait plus que 4 grands maîtres qui avaient la capacité de transmettre leur art. Donc ça a été vraiment remis en valeur par le Crous-Armée. Voilà, et vous allez voir que le public enfantin à la fois écoute avec attention parce qu'il voudrait apprendre, et tout à coup il redevient public et il s'amuse un peu comme un guignol. Peut-être qu'il faut ajouter aussi qu'à travers de ce théâtre d'ombre, l'idée du départ était quand même d'apporter l'éducation civique en fait, et que à travers du théâtre d'ombre, on peut faire passer un tas de messages, comme par exemple sur le sida et tout ça, ça passe beaucoup mieux auprès de la population, auprès des jeunes et tout ça, et c'est ça l'idée du relancement du théâtre d'ombre. Merci. Petite rubrique, parce qu'elle est habituelle tout au cours de nos semaines zigzag, c'est la rubrique du look. Et aujourd'hui, on a dit à Jean-Claude Mercier, trouver un lien entre la solidarité, le Cambodge et les objets que l'on peut découvrir autour de nous. À vous. Oui, si on n'a pas tous l'occasion, le moyen de faire le voyage, eh bien, les petites lampes qui sont devant vous sont les premiers petits signes qui sont revenus de là-bas, qui nous ont été ramenés. Donc, ce sont des petites lampes à huile faites de matériaux de récupération, donc typique du Cambodge. Maintenant, l'Asie en général, je dirais, elle a une influence énorme sur notre art de vie et sur la mode vestimentaire et l'art culinaire, on en parlera demain. C'est vrai que c'est 3 éléments très forts. Ce qui est très typique, qu'on retrouve à peu près dans toutes les versions de mode actuelles, je dirais, c'est ce genre de veste, de tissu, de shantung, de coton, un petit col montant, les petits boutons. Ça, c'est caractéristique, pas uniquement du Cambodge, mais en général de l'Asie. C'est une tendance très forte dans notre civilisation. Donc on retrouve ça régulièrement dans toutes les collections, comme ce genre de broderie, de petits bonnets. Ce qui est plus caractéristique et que l'on trouve dans les magasins spécialisés, encore une fois, appelez-nous, tout comme une de nos invitées hier portait un petit gilet fabriqué sur place et ramené par des voyageurs, puisqu'il n'y a pas un énorme échange qui se fait encore maintenant. Ce sont des tissus comme ceux-ci qui sont des écharpes en soie. Ça, c'est très très beau. Et c'est fabriqué sur place. C'est une couleur plutôt un petit peu plus sombre, m'a-t-on dit, que des roses ou beige pâle comme les gens les portaient autrefois, puisque la peau est un peu plus foncé, ils apprécient particulièrement ça. Des petits objets comme ceux-ci qui sont des liens de serviettes, c'est ludique, décoratif, c'est trouvé au Magasin du Monde, donc c'est aussi une façon d'aider, d'intégrer une culture à la nôtre. Un dernier objet qui est très beau, ça valorise peut-être plus les livres que chez nous qui les mettons sous le bras ou n'importe quoi, un porte-livre, regardez comme c'est joli, et évidemment ça le met à l'abri. Il
il y a un petit signet, tout simplement. Donc ça signifie aussi peut-être que l'objet protégé ainsi a un petit peu plus de valeur que la façon dont on les traite. J'enlève pour vous montrer, eh bien, il s'agit en fait de 2 livres. C'est aussi une façon de voyager très important. Ce sont deux guides, en fait, Cambodge-Laos, chez Guy Darto et l'autre aux éditions Nouvelles. Ce sont 2 guides assez détaillés, très illustrés. En tout cas, le deuxième est très, très chargé de cartes, de géographie. Alors, attention, vous allez pratiquer un exercice difficile. Maintenant, vous allez nous expliquer la statue qui est à votre droite. Un et exercice Monsieur de Lo vol. vous écoute. Hein. Tout à fait. Alors, allons-y. Alors, une tête magnifique. Je dirais que c'est peut-être la dernière façon d'approcher le Cambodge à notre mesure, puisque cette statue a été prêtée par le musée d'ethnographie de Genève. Je remercie Monsieur Ducor au passage. Département Asie, il s'en occupe. Il me prête ce visage khmer typique, donc un adorateur typique du XVe siècle. Donc 500 ans d'art nous regarde. Un œil mi-clos, un sourire. Donc ce qui est caractéristique, semble-t-il, de cet art khmer, et là vous pourrez peut-être amener de loin mon moulin, c'est cette forme des favoris allongés, alors que normalement un adorateur a une tonsure beaucoup plus courte. Donc là c'est assez caractéristique. Il y a un favori assez long. Donc c'est une très belle pièce, c'est aussi une façon, l'oreille est aussi caractéristique. Attendez, on va demander, Monsieur Lo, vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter comme commentaire sur... Écoutez, ça c'est une pièce qu'on appelle dans l'art khmer, c'est une pièce post-angkorienne, c'est-à-dire après la période angkorienne. Et il y en a très peu d'ailleurs, parce que après la prise d'Angkor par les Thaïs en 1432, les Khmers étaient plus ou moins repliés vers la région de Phnom Penh. Donc les pièces d'art comme ça étaient assez rares. Mais au XVIe siècle, par exemple, on a pu revenir encore. Et peut-être à cette époque-là, cette pièce a été faite du fait que Angkor Wat a été rebaptisé, c'est-à-dire dédié au bouddhisme. Donc ça, je crois, c'est pas du tout une statue de Bouddha. Ça pourrait être plutôt une statue d'un orant ou bien d'un donateur. Voilà, là, il parlait d'un adorateur, en effet. Merci. Donc, la visite du musée, une façon communale On peut d'approcher. préciser où on peut aller voir ces objets. Hein, Tout à fait. Alors, bon, pour ce qui est Non, je parlais juste de la statue. des vêtements Magasin du Monde, la statue, c'est le musée d'ethnographie de Genève, le deuxième plus grand dans son département Asie de Suisse, donc à visiter. Merci beaucoup, Jean-Claude. J'ajoutais juste ici que la statuaire khmer, j'imagine les téléspectateurs peuvent s'en rendre compte, c'est probablement la plus belle statuaire du monde après la statuaire égyptienne. Je pense que c'est véritablement un joyau de l'humanité. Alors merci à vous d'avoir participé à ce programme. Un petit salut spécial à Benoît Duchâteau, qui est donc le fondateur de Crozartmé, qui doit certainement au Cambodge suivre ce programme avec des jeunes autour de lui. On le salue et on remercie aussi les sourds qui ont participé à ce programme, enfin tout le public qui nous a fait l'amitié de nous suivre. Bon succès à vous. Merci.